cette série d'entretiens, nous avons sur ce plateau deux invités. Le premier est administrateur général de Colas Afrique, Georges Allais. Bonjour. Merci et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le deuxième invité s'appelle Léonide Michael Saint-Saëns. Il est le fondateur, gérant de Aressal. Léonide Michael Saint-Saëns, bonjour. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de parler de façon beaucoup plus précise des différentes entreprises que vous dirigez. Mais en attendant, merci d'avoir répondu à ce rendez-vous qui permet à ce parterre d'étudiants, d'apprenants, d'en savoir sur vos parcours professionnels, vos expériences, vos réussites, mais également vos échecs. Chers étudiants, quand on a la chance d'avoir en face de soi des invités de ce calibre, des invités de cette rampe, le devoir de les accueillir avec des ovations s'impose forcément à nous. Une fois encore, donc, je vous demande de les applaudir. Leadership Talk Série, les discussions sont donc lancées. Et je commence tout de suite par Monsieur Georges Allais. Tout à l'heure, en vous présentant, je n'ai fait qu'indiquer votre position dans l'entreprise Colas Afrique. Quand on parle de Colas Afrique, que peut-on savoir exactement de Colas Afrique? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter la Fondation Mastercard et Scolaf Programme pour tout ce qui est fait en direction de la jeunesse. Félicitations aussi pour ce genre d'initiative. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à l'université, de venir à la rencontre de jeunes et d'apporter la plus petite et la plus modeste contribution que je peux pour éclairer davantage. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai été formé en génie civil au Bénin, au Burkina Faso et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Ensuite, en plus de ma formation technique, que j'ai fini par un doctorat en génie civil, j'ai choisi de faire une formation en management, un MBA, un Master of Business Administration, à l'INSEAD, qui est une école de commerce. Monsieur Georges, je ne vous coupe pas. Nous allons bientôt revenir sur cela. Vous allez en parler de long en large. Comme je le disais tout à l'heure. Vous voulez parler de l'entreprise? Oui, vous êtes administrateur général de Colas Afrique. Quand on parle de Colas Afrique, qu'est-ce que c'est? D'accord, très bien. Oui. Alors Colas est une entreprise du groupe Bouygues. C'est l'entreprise qui est spécialisée dans les infrastructures au sein du groupe Bouygues et c'est le leader mondial dans la réalisation des travaux d'infrastructure plus globalement. Nous sommes au sein de ce groupe à peu près 60 000 salariés et nous réalisons près de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Colas Afrique est donc la filiale de Colas dédiée à nos opérations en Afrique de l'Ouest. Et en tant qu'administrateur général, je représente donc, comme président du conseil d'administration et directeur général, je représente donc les intérêts du groupe sur ce périmètre. Merci. Léonide Michael Saint-Saëns, je suis à vous à présent. Vous êtes le fondateur gérant de Aressal. Aressal, qu'est-ce que c'est? Ok, merci. Et d'entrée, c'est quand même l'occasion aussi de féliciter, comme Georges l'a fait, aussi bien la Fondation l'UAC que les étudiants un samedi matin se retrouver aussi nombreux ici. Aress en un mot, c'est un groupe qui est spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables. Quand j'entendais tout à l'heure, je me rends compte qu'on est presque 1000 fois plus petit que Colas. On est présent aujourd'hui sur 4 pays. Le Bénin, c'est le pays historique, le Togo, le Burkina Faso et depuis peu le Sénégal.
Sur ces 4 pays, on regroupe à peu près 60 collaborateurs directs et près de 500 collaborateurs indirects parce qu'on a une activité très terrain. On va y revenir par la suite. Pour aujourd'hui, un chiffre d'affaires un peu moins de 2 milliards de francs CFA. C'est une société qui a été créée en 2012, donc qui ferme bientôt 10 ans l'année prochaine et surtout qui a vocation à devenir un opérateur énergétique. Qui dit opérateur énergétique dit plusieurs corps de métier. On ne parle plus que de technique. C'est aussi l'un des sujets que je vais aborder pour la suite. On parle aussi de tout ce qui a trait à la gestion de projets, des fois même du génie civil, du juridique aussi, où aujourd'hui il y a quand même un défi de pouvoir créer davantage de compétences et de profils spécialisés dans ces métiers-là. Merci donc. Vos entreprises, une fois présentées, nous tournons le regard vers vous-même. Monsieur Georges Allais, vous êtes ingénieur, docteur en génie civil, formé au Bénin, au Burkina Faso et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Dites-nous pourquoi avoir poursuivi vos études jusqu'au doctorat si vous dirigez déjà des entreprises florissantes. Bon, merci pour cette question. Parce que, moi, j'ai toujours considéré que ce qui fait mouvoir, c'est quand on apprend et quand on rencontre de nouvelles personnes. Apprendre et développer son réseau. Ça a été toujours mon leitmotiv. Donc, pour moi, faire un doctorat, c'était l'occasion d'apprendre et de découvrir encore plus certains aspects plus en profondeur de mon métier. Et c'était surtout aussi l'occasion de rencontrer, d'intégrer un milieu que je connaissais très peu, le milieu universitaire. La rencontre avec ce monde qui voit sans doute différemment comment notre métier est organisé et se développe, a été très enrichissant pour moi et c'était l'un des objectifs. Très bien. Léonide Michael Saint-Saint, vous êtes également docteur, précisément en économie des énergies, un doctorat obtenu à l'Université Paris-Dauphine de France, également à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous avez un master en sciences, énergie et innovation obtenu à l'Institut français du pétrole et à l'Institut des sciences et techniques nucléaires Paris-Tech. Dites-nous pourquoi avoir fait des études jusqu'au doctorat alors que vous faites déjà une carrière intéressante d'entrepreneur. Merci pour cette question. Bon, c'est vrai que moi, je suis parti très tôt du Bénin pour des raisons privées, familiales, 2002. Donc, c'est ce qui explique ce cursus-là, mais surtout un retour d'ascenseur aussi, d'où ce doctorat-là en co-tutelle entre l'UAC et une université à l'étranger. Ce doctorat, avant tout, pour moi, c'est l'opportunité de brosser différents secteurs d'activité. Aussi bien l'énergie, la technique pure, que les usages et tous les aspects associés. Donc le côté économie de la thèse. Et pour moi, ressortir de cette thèse-là, c'était l'occasion de pouvoir se dire, on est dans un monde aussi où il faut avoir plusieurs regards. Il faut avoir des regards croisés. Pouvoir regarder aussi bien les aspects énergétiques, techniques, que les aspects économiques, sociaux et j'en passe. Ce doctorat, fondamentalement, en fait, l'avantage aujourd'hui, je dirais pour moi, d'une thèse, c'est que c'est un cursus en plus qui vous permet sans cesse de vous actualiser. Puisque la thèse, c'est un exercice beaucoup plus théorique que pratique, hein, mais la revue de littérature, la connaissance scientifique est très riche, le retour d'expérience. Et ça, c'était vraiment fondamental dans un secteur d'activité comme le mien, où depuis bientôt 20 ans, en fait, on parle beaucoup d'énergie solaire aujourd'hui, les prix sont divisés même par 50% depuis 20 ans, donc ça bouge énormément et il faut comprendre cette dynamique. La deuxième raison, elle est beaucoup plus personnelle, d'avoir continué sur une thèse, c'est que je viens d'une famille d'enseignants aussi. Et voilà, c'était aussi l'occasion. Pardon ? C'était un défi. Non, pas tellement un défi, c'était même un contre-pied, parce que vous voyez, on a beau être docteur, mais on n'est pas enseignant, on n'est pas dans le milieu académique. Donc c'est pour dire les thèses, ça peut servir à autre chose aussi.
Donc moi, c'était aussi ma vision en fait de continuer sur un doctorat après ce cursus-là. Docteur Léonide Michael Saint-Saint, vous êtes passionné des questions relatives aux énergies et aux ressources naturelles. Vous êtes le secrétaire général du Cluster Energy and Application, une association créée en 2019 avec pour mandat de fédérer les professions, les métiers et les opportunités du secteur. Dites-nous, comment un jeune entrepreneur béninois fait-il pour occuper le poste de secrétaire général d'une telle association ? Merci, vous avez fait de bonnes recherches. Le cluster, je pense, on est vraiment au cœur ici de ce que le cluster a vocation de faire. C'est parti d'un constat. Comme on le dit souvent, ce qui se fait bien et très bien ailleurs, il ne faut pas hésiter à le dupliquer chez nous, bien sûr, en l'adaptant. En 2018, nous avons eu l'occasion de faire une séance de travail avec une région de la France, la région des Hauts-de-France, pour être plus précis, où ils étaient en mission au Bénin et on les a rencontrés. Et dans la délégation, du coup, il y avait justement un cluster aussi qui, en fait, comme son nom l'indique, est un outil de convergence. Et dans un cluster, vous avez des entreprises, vous avez des centres de formation, vous avez des institutions, parce que il n'y a pas qu'au Bénin où créer le fil conducteur, en fait, est souvent très difficile pour différentes raisons. Et nous, ça nous a tellement séduit parce que le cluster, c'est ce qui permet à des entreprises de pouvoir financer ou bien de pouvoir contribuer à la recherche, à des étudiants de pouvoir se positionner sur des thématiques et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a poussé en 2019, après une longue revue de l'écosystème dans le secteur de l'énergie, à créer ce cluster-là qui a pour vocation, en fait, de créer davantage de synergie entre le monde des entreprises, le monde des institutions et les académies. Pour finir, le cluster est parti d'un constat qu'on connaît tous. Le premier constat, c'est la mentalité très forte de nos entreprises. Il est bien de parler d'entrepreneuriat, mais n'oublions pas que plus de 97% des entreprises ne vont pas au-delà de 5 ans. Et chez nous, c'est encore plus frappant. Le second constat, c'était celui de la recherche appliquée. Malheureusement, la recherche appliquée, ce n'est pas encore quelque chose qui est très promu chez nous. Et le troisième enjeu du cluster, c'était de pouvoir créer cette passerelle-là, où aujourd'hui, l'EPAC, par exemple, est membre fondateur du cluster, où en un coup de téléphone ou en un mail, si on a des requêtes, ça passe beaucoup plus vite, on peut interagir. Donc c'était vraiment ce qui nous a conduit. Et voilà, j'occupe depuis bientôt 1 an et demi cette place-là de secrétaire général de cette association. Docteur Georges Allais, votre carrière, vous l'avez commencé chez Vinci Construction en 2001 comme conducteur de travaux sur des chantiers de route au Tchad, au Cameroun, au Rwanda. Par la suite, vous avez gravi des échelons jusqu'à devenir directeur général de Sogea Satom au Niger de 2012 à 2016 sur le continent africain et ailleurs. Quelles précisions pouvez-vous apporter en ce qui concerne les différents postes de responsabilité que vous avez occupés? Merci. D'abord, j'ai voulu, de façon générale, exercer mon métier en Afrique. C'était un choix à la fin de mes études. Et quand j'ai eu cette opportunité d'intégrer le groupe Vinci, donc Sogea Satom, au Tchad, j'ai suivi le parcours interne dans les métiers de la construction, commençant par des rôles plus au chantier, au terrain, ce qui m'a fait faire des travaux en tant que conducteur de travaux. Conducteur de travaux, c'est gérer une équipe de réalisation sur des opérations de périmètre irrigué de routes et d'aéroports au Tchad. Ensuite, ma volonté de découvrir plus largement l'Afrique m'a amené à accepter les différentes missions qu'on m'a proposées dans les différents pays dont vous avez parlé. Et au Maroc aussi, dont on avait parlé, c'est le pays où je suis resté le plus longtemps, finalement. Et de façon graduelle, aux différentes fonctions du groupe qui amènent à la fonction générale qui est celle de directeur général d'une entité. Moi, j'ai beaucoup appris à chaque niveau
j'ai énormément appris dans chaque fonction, et j'ai surtout appris dans la diversité culturelle qu'on peut rencontrer en voyageant. C'est pas facile souvent, parce que ma famille en a beaucoup, ma petite famille en a quand même beaucoup souffert, parce qu'on a été obligé de déménager à chaque fois. Mais à chaque fois, c'était très enrichissant de voir comment, 10 ans après le génocide au Rwanda, comment ça se reconstruisait, comment ça se baptisait, et ça structure aussi progressivement le style managérial, le style avec l'homme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de ce parcours dans différents pays et à différentes fonctions. Dans tous ces pays où vous êtes passé en Afrique, mais également, vous avez été en Europe, notamment en France. Quelle comparaison pouvez-vous faire de l'environnement de travail? Je vais lancer une boutade qui est peut-être très, très propre à moi. C'est plus compliqué de travailler en Afrique, c'est sûr, bon? et plus structurant de travailler en Europe. Parce que les ressources disponibles pour accompagner sont quand même de très bon niveau quand on travaille en Europe. Ce qui est intéressant dans le challenge africain, c'est que en permanence, il faut innover, il faut s'adapter, il faut se débrouiller avec ce qu'on a pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ça, c'est un trait de caractère très important à développer au niveau des jeunes et au niveau de l'entrepreneuriat notamment, parce que on est sur des terrains qui sont très agiles, très mobiles, très complexes, où il faut en permanence se remettre en cause. Et en Afrique, le terrain est très favorable pour cela. Le terrain est très favorable, lié à ces difficultés-là. Moi, mes quelques années passées en France, j'avais besoin en région parisienne, au siège de Vinci Concessions. C'était surtout parce que j'avais besoin, disons, de structuration dans un domaine spécifique. Parce que là, j'avais quitté un peu le domaine de l'ingénierie, travaux, construction, pour faire du financement de projets, de financement structuré, qui permet donc de balayer de A à Z le montage d'un projet. Donc de voir tous les aspects techniques, juridiques, financiers, et de découvrir aussi, d'élargir, comparativement à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la même ligne, d'élargir le réseau, le nombre de gens qu'on a. J'avais un petit échange tout à l'heure avant de monter sur le plateau avec je vous l'ai dit, Brice, Léonide. Avec Léonide. Oui. avec Léonide, et c'était extraordinaire comment en quelques minutes on arrivait à des points de convergence énormes sur le besoin de certains profils en Afrique, le besoin de certains métiers qui sont très peu développés. On en parlera peut-être après. Justement. Mais tout ça réveille, amène à prendre plus conscience de ces enjeux-là. Voilà. Merci. Docteur Léonide Saint-Saëns, vous êtes lauréat, promotion 2019 de la French Young Leader. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la French Young Leader? Effectivement, en 2000, même je pense 17, la première édition, il y a une volonté, je dirais, de la France et de plusieurs pays d'Afrique, en fait, je dirais, de réécrire une nouvelle histoire. On a un passé qui est long, je ne vais pas dire qu'il est douloureux, mais il est complexe. Et du coup, sous le président Hollande, si je ne me trompe, 2017, voilà, il y avait déjà eu une première promotion. Et l'objectif, c'était d'avoir aussi bien des profils français qui travaillent dans des secteurs tournés soit sur l'innovation ou vers l'Afrique, et de même des profils africains tournés dans des domaines d'activité très particuliers. Donc l'expérience a été reconduite en 2019. On était, si je ne me trompe, 29 ou 30 lauréats
il n'y avait que moi du Bénin. Et ce programme aussi, en fait, est souvent un jumelage. Ici, je parle ainsi de deux pays. En 2017, c'était le Sénégal et la France, bien sûr. Et en 2019, c'était nous, le Ghana et la France aussi. Donc, c'est des voyages d'échange, en fait. Donc, c'était une semaine en France, justement, pour découvrir certaines institutions, avoir l'opportunité aussi de parler, d'échanger avec des interlocuteurs de premier rang, hein, comme M. Allé, bon, qu'on voit à Cotonou ici, mais ça aurait pu être la même chose au siège à Paris, rencontrer vraiment ces profils exécutifs très pointus qui interviennent sur le continent. Et c'est aussi en fait un autre regard, en fait, se dit à cette position de top management, qu'est-ce que ça représente. Chaque séjour en fait était couronné aussi par une rencontre avec les chefs d'État. Et on a eu la chance en 2019, c'était parce que le président du Ghana était de visite en France, et je pense 2019 pour le Ghana, c'était comment ils appellent ça, le retour des diasporas. Le gouvernement ghanéen mise vraiment beaucoup là-dessus en se disant les compétences doivent revenir au pays pour reconstruire le pays. Donc on a eu cette chance de rencontrer les deux chefs d'État en France, et après ça s'est suivi d'un autre séjour au Ghana à Accra. En 2021, bon, l'année dernière, comme il y avait la Covid, l'expérience n'a pas pu aboutir. En 2021, c'est relancé là, c'est même une très bonne question, c'est un appel de pied. Bon, il y a les conditions, hein, vous allez voir sur le site internet. C'est vrai que pour les étudiants ici, malheureusement, je pense que ce n'est pas encore bon parce qu'il faut déjà quand même justifier d'une certaine expérience, mais c'est quand même enrichissant de voir comment ça se passe et surtout comprendre aujourd'hui que les opportunités viennent de partout. En fait, il faut être, comme je le dis, vigilant, attentif et être prêt. Voilà. Nous continuons cet entretien. Nous parlons maintenant, eh bien, nous allons maintenant sur le plan professionnel. Dites-nous, sur le plan professionnel, en ce qui concerne notamment votre choix de carrière, monsieur Dr Léonide Saint-Saint, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi de devenir entrepreneur? On a démarré tout à l'heure, je ne sais pas si je pourrais même... c'est pas un choix en tant que tel. Moi, pour faire très simple... Ça s'est imposé à vous, vous voulez dire? Non, même pas. C'est toute la complexité de la réponse. Pour faire simple, moi j'ai vécu presque 15 ans en France. Voilà. J'ai démarré une vie professionnelle, mais je me suis rendu compte que dans mon cœur de métier, le combat se joue ici, sur le terrain. Je suis originaire du Bénin, c'était beaucoup plus facile de revenir ici. Et là, on est en 2011-2012. C'est le début en fait des énergies renouvelables, comme on disait tout à l'heure. Hein, aujourd'hui, c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'opportunité. En 2011, ce n'était pas le cas. Et c'était partant aussi du principe, quand vous êtes jeune, diplômé, et surtout quand vous avez de très bons diplômes, je pense comme tous ceux de l'UAC aussi dans les écoles, institutions de pointe, c'est se dire, vous prenez la peine d'essayer quelque chose, et même si ça ne marche pas, vous avez toujours ce coussin de sécurité, votre diplôme, que personne ne peut vous l'enlever. C'est vrai que c'est plus complexe aujourd'hui parce que la problématique de l'emploi fait même que vous avez beau avoir tous les diplômes du monde, vous n'êtes pas sûr d'avoir la débouchée. Et ça, c'est toute la raison de toujours vous différencier dans ce que vous faites. Donc, ce parcours entrepreneurial est parti de là. En 2011-12, moi, je débarque au Bénin. Je n'ai jamais créé d'entreprise dans ma vie. Je n'ai pas non plus des parents ou bien un cercle proche entrepreneur, mais c'est en se disant, essayons quelque chose. C'est vrai que 9 ans après, on est toujours là. Ce n'est pas rien. On justifie aujourd'hui de chiffres très forts au Bénin. On a un impact. Et surtout, on est toujours présent, Georges l'a dit tout à l'heure, en fait, ce qui fait la force, moi je pense, des entrepreneurs africains, c'est la résilience, parce que l'environnement, beaucoup de choses ne sont pas conditionnées, hein, mais si vous restez juste là à vous plaindre de votre sort, bah, les choses changent, hein, vous n'avancerez pas. Ou autrement, vous allez vous rendre compte aussi que votre idée, en fait, partit du principe aussi qu'une idée, elle ne vaut rien tant que vous n'avez pas pris la peine de l'avoir essayé. Et nous, ça, c'est vraiment notre devise à Arès. Et j'ai 2 exemples frappants pour vous dire aujourd'hui
pourquoi ces choses-là sont vraiment au cœur de notre quotidien. Bon, si je n'étais pas dans l'énergie, j'aurais certainement été dans l'aéronautique, c'est mon deuxième secteur. Vous avez dû entendre la semaine dernière qu'il y a eu une exploration sur Mars, en fait. Oui. Vous imaginez, le voyage sur Mars a duré 9 mois, hein, je pense, pour pouvoir atteindre 200. Et c'est pour dire, c'est des gens qui travaillent. Hein, et quand je lisais, puisque j'ai un ami en biotechnologie qui me donne souvent ces nouvelles, ou la pilote, si on doit parler ainsi, qui a fait poser ce robot-là sur la planète Mars. C'était une immigrée indienne qui arrivait aux États-Unis pour les études il y a 20-25 ans de cela. C'est pour dire que rien n'est écrit tant que vous-même, en fait, vous ne portez pas le stylo. Et je pense que c'est ce qui caractérise le profil et surtout l'objectif de cette fondation quand je vois l'état d'esprit et surtout les débouchés. Donc l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il est multiple. On a déjà une culture d'entrepreneur. Hein, les petits métiers, tout ce qu'on fait, c'est de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, il a besoin d'être structurant et il a surtout besoin d'être transparent. Structurant parce que vous êtes dans un domaine d'activité où on doit pouvoir savoir ce que vous faites, on doit pouvoir le lire dans les chiffres. Et transparent parce que si vous voulez grandir, vous n'imaginez pas la réédition des comptes qu'on a aujourd'hui. Mais quand vous faites tout bien, ou du moins même quand vous vous trompez, on va y revenir les échecs, mais que vous avez l'esprit quand même de conscience, en fait, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Docteur Georges Allais, vous êtes administrateur général d'une multinationale. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez également choisi le chemin de l'entrepreneuriat ? Merci. Je voudrais avant de répondre à cette question, féliciter le docteur Léonide pour son parcours et pour sa participation à ce programme franco-africain. J'ai eu l'honneur de présenter les activités de mon groupe à un groupe de ce programme en 2017. Et c'est vraiment très, très enrichissant. Dans ma fonction, je me considère comme entrepreneur. Et cela est totalement lié à l'organisation du groupe Colas. On le voit très gros. J'ai parlé de l'activité de l'ensemble du groupe tout à l'heure, qui fait près de entre 900 et 1000 milliards de francs CFA. Mais quand on arrive à ces montants, c'est la somme de toutes les activités un peu partout dans le monde. Donc c'est un groupe qui fonctionne comme un réseau d'entreprises. Et met à la tête de chaque filiale des chefs d'entreprise qui ont une autonomie très large pour développer le business, pour gérer le personnel. Au niveau de Colas Afrique, nous sommes à peu près 1500 salariés. On est passé en 2 ans d'une activité qui était au ralenti autour de un peu moins d'1 milliard à aujourd'hui à plus de 60 milliards de francs CFA. Ce qui a, dans un contexte difficile, dans un contexte entrepreneurial difficile, où à chaque fois il faut se battre pour gagner des parts de marché. Et gagner les parts de marché, c'est là, hein, ça se passe localement, avec toute la concurrence qu'il y a. C'est une spécificité de notre métier de constructeur. Il ne s'agit pas de fabriquer et de vendre des produits à une consommation générale, il s'agit de gagner. Et là naît un peu le côté entrepreneur, bagarreur. Il faut aller chercher. Il faut gérer les ressources qu'on a. Il faut les affecter, les réallouer en permanence. Il faut gérer l'effectif qu'on a. Il faut rendre compte parce que l'actionnaire attend principalement 2 choses. C'est les références et le résultat financier. Il faut être comptable de ça. Donc moi, c'était toujours une passion pour moi, d'abord d'avoir cette parcelle de responsabilité en tant qu'entrepreneur et de conduire une organisation dans toutes ces différentes bagarres. Donc, je me sens ainsi profondément entrepreneur, plus entrepreneur que salarié, parce que
voilà, on fait face exactement aux mêmes difficultés, même si ce n'est pas une propre création. Vous êtes tous les deux entrepreneurs. Je vous pose tous les deux une question. Nous avons l'habitude d'entendre plusieurs entrepreneurs dire qu'ils sont partis de rien pour bâtir leur entreprise ou qu'ils sont partis d'une somme modique pour monter leur entreprise. Est-ce vraiment possible? Je commence par vous. C'est tellement possible, la preuve. Donc, moi, je considère que la pierre angulaire d'une entreprise, contrairement à ce qu'on imagine souvent, ce n'est pas la ressource financière. C'est une grosse erreur d'imaginer que pour pouvoir développer son entreprise, ce qui manque, c'est l'argent. C'est faux. Ce qui manque souvent, c'est une idée claire de ce qu'on a envie de faire. C'est une bonne vision du marché sur lequel on est. C'est la mise en place d'une stratégie pour pouvoir conquérir des parts dans ce marché-là. Une idée claire, bien rédigée. Quand l'idée est claire, bien rédigée, et qu'on en est convaincu, et qu'on arrive à faire des pitchs pour cela, c'est pas l'argent qui manque. Les gens pour financer, il y en a partout. Donc, on n'a pas souvent idée de ce que ça représente lors du montage d'un business, cet aspect. Donc, pour moi, l'argent, ça ne vaut pas grand-chose dans la création et la mise en route d'une entreprise. Oui, l'argent, ce n'est pas la première des choses. Dans votre cas spécifiquement, dites-nous comment ça s'est passé. Écoutez, ça fait plusieurs entités que j'ai dirigées. Je vous ai parlé de mes fonctions précédentes de directeur général de Soja Satom au Niger et ensuite de directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient de Vinci Concessions en France et maintenant d'administrateur et directeur général de Colas Afrique. Alors, si je prends la dernière expérience, quand j'ai accepté ce poste, Colas était dans une situation en termes d'activité relativement pénible sur ce périmètre. On a une activité de la construction qui fonctionne généralement en dents de scie, qui est intimement liée à la planification publique. Donc, c'était ainsi sur ce périmètre. Avec les collègues, on a pu, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre en place une stratégie pour aborder les projets qui sortaient, se battre, partie de... C'est ça, c'est ce côté ressources initiales, son côté peu important, je tiens à le souligner, même dans les grands groupes. Les ressources viennent après, quand une affaire est signée. Quand on a démarré, quand on a repris sur le périmètre, au Bénin par exemple, en fin 2018, début 2019, on avait une dizaine d'engins au Bénin. Aujourd'hui, nous comptons près de 1000 engins sur ce périmètre parce qu'on a pu décrocher et démarrer des chantiers comme le boulevard de la Marina, comme l'aéroport de Cotonou, les places publiques, l'aménagement de la nouvelle ville de Ouedo. Donc, les ressources viennent de façon automatique, on va dire, parce que l'actionnaire, étant convaincu qu'il y a des opportunités, décide d'avancer, de mettre la main à la poche. C'est exactement le même fonctionnement, sauf si Léonide me contredit là-dessus, mais je crois que c'est exactement le même fonctionnement que pour une entreprise qu'on lance. Docteur Léonide Saint-Saëns, je suis parti de rien pour créer mon entreprise. Dites-nous, est-ce vraiment possible? Ça a été très bien développé tout à l'heure, hein, pas Georges. Moi, je vais juste dire, le rien, il faut le nuancer. Oui. Il y a quand même un capital savoir. Et entrepreneur ou... enfin, dès que vous avez des postes de responsabilité, c'est de ça dont il s'agit. Il y a une crédibilité et il y a un minimum de capital de confiance. C'est vrai, ce dont on se rend compte et qui est plus que frappant aujourd'hui, les ressources financières, ça doit être le nerf de la guerre, ce n'est pas ce qui manque en fait.
Bon, un autre exercice est d'aller les chercher, les mobiliser et les justifier. Mais c'est un chemin. C'est un chemin, en fait, où on démarre en se disant, je pars de quelque part, et je construis une route, en fait. Et ça implique que tout ne sera peut-être pas forcément disponible au même moment, et qu'il faut faire avec. C'est important, le parcours de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est un parcours en dents de scie. Il y a des hauts, des bas. Quand c'est bas, il faut chercher à se réinventer. Et quand vous êtes très haut, vous voulez toujours continuer de mettre le paquet. On a juste un exemple très concret dans ce cas. Je pense que tout le monde ici doit connaître l'initiative du gouvernement des États-Unis et du Bénin, le Millennium Challenge Corporation. Le MCA Bénin 2, il y a eu 3 grands appels à projets. Sur le premier lot de 6 entreprises, on est même la seule entreprise béninoise à ce tour de table-là. On parle de montants assez importants quand même, hein, 2-3 millions de dollars. Donc oui, il y a comment on veut justifier tout ça, mais avant tout, il y a quand même un savoir-faire qui est là déjà. Et en général, à un niveau de compétition comme cela, vous n'arrivez pas par hasard, en fait. Vous y arrivez parce que vous avez suffisamment démontré une assise qui le justifie. Et vous l'avez bien dit, Arès, ça a démarré en 2012. Hein. De 2012 à 2021, ce n'est pas les mêmes moyens. Ça n'a pas été les mêmes défis. Et c'est aussi ça ce que je pense qu'il est important de savoir et de mettre en avant, quelle que soit la beauté des profils, quel que soit le niveau d'excellence, ayons toujours à l'esprit que c'est quelque chose qui s'est écrit dans le temps, en fait. Ce n'est pas un raccourci, et ça, j'insiste là-dessus. Même si on vous mettait à gérer la première fortune mondiale, à cette position-là, c'est parce que vous avez dû justifier suffisamment de parcours qui montrent que vous en êtes capable. En fait, on ne tombe pas de nulle part, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, le début implique un certain nombre d'ajustements qui ne sont pas totalement réunis, mais on ne part pas de rien. C'est ce que on ne part pas de rien. Vous avez dit que le rien, il faut le nuancer, il faut un capital connaissance. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Oui, si je dois donner les chiffres simples, hein, bon, j'ai fini mon cycle Master of Science en France. J'ai fait une chaire de recherche à l'école polytechnique en France, pour ceux qui connaissent. Vous finissez, bon, j'ai travaillé avec de grands groupes, c'est l'avantage aussi, hein, c'est tout l'intérêt du cluster qu'on veut créer au Bénin, puisque moi déjà en 2011, quand vous côtoyez des entreprises comme Dupont de Nemours, Lafarge, en fait, c'est des entreprises qui ont 200 ans, c'est pour vous dire, donc il y a un passé qui est très lourd. Bon, moi, au final, je me dis, je veux rentrer au Bénin. On vous donne votre prime de fin de stage. À l'époque, on parle de quoi? C'est des montants dérisoires, hein, 2-3 000 euros, 1 million, 2 millions. Voilà. Vous rentrez, vous créez une SARL et vous démarrez comme cela. Bon, après, on peut en rediscuter, enfin, dans de temps meilleurs. Il y a eu beaucoup aussi, je ne vais pas dire beaucoup de circonstances, c'était aussi au moment où beaucoup de choses commençaient par se dessiner. D'un point de vue énergétique, la situation du Bénin, pour ceux qui connaissent le secteur de l'énergie, beaucoup de choses ont démarré il y a 3, 4, 5, 6 ans. Hein. Vous voyez, donc c'était toutes ces choses-là aussi. Mais c'est clair que pour gérer aujourd'hui une société avec les chiffres qu'on avance aujourd'hui, en 2012, ce n'était pas gagné. Et ça a été tout ça. Et le rien, peut-être, voilà ce que je peux mettre. C'est un diplôme, c'est un capital marginal pour l'époque. Mais c'est surtout une volonté une volonté d'accepter de démarrer, quelle que soit l'issue. Parlons d'expérience personnelle. Dites-nous, docteur Léonide Saint-Saint, comment est née l'envie d'entreprendre chez vous? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? 2 choses. Le secteur de l'énergie, je pense que c'est un secteur très passionnant. Je peux vous en parler des heures et des jours ici. Dans notre devise, on dit que nous contribuons à réduire les inégalités à la base. L'énergie, c'est d'abord ça. Vous avez beau avoir le plus grand aéroport, le plus grand hôpital, toutes les grandes infrastructures, si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez rien garantir. Et pour l'anecdote, j'ai un ami béninois aussi, très brillant, un pilote d'avion qui me raconte toujours une de ses expériences en atterrissage dans un pays, enfin j'ai oublié quel pays, hein, d'Afrique centrale, hein, où
Il fait nuit, vous voulez poser un avion, vous avez 200 personnes derrière vous, 200 à l'heure, et à 5 secondes de se poser, tout s'éteint, il n'y a plus d'éclairage. Bon, en fait, l'éclairage, c'est ce qui guide les avions, hein, pour vous donner une idée. Là, vous ne pouvez pas paniquer parce que ça aussi, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, parce que la moindre erreur coûte la vie à 200 personnes. Donc, l'énergie, pour moi, c'est cette force-là de se dire, on veut contribuer. Et c'est aussi, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, cette forte volonté-là de revenir. C'est de revenir, c'est de revenir apporter sa pierre à l'édifice. C'est la raison pour laquelle j'aurais pu rester à l'étranger. Il y a de bonnes propositions, hein, surtout quand vous avez un bon profil, mais c'est accepter aussi de dire qu'on veut écrire et rédiger quelque chose. Et moi, vraiment, ma verve de l'énergie, elle vient de là, de ce secteur-là qui est très passionnant et qui déclenche, hein, beaucoup de choses au quotidien. Nous, on le voit. Vous pouvez aller visiter sur nos pages. On a assez de vidéos aujourd'hui qu'on publie là-dessus. Et aussi de cette volonté de se dire, moi je me sens plus à l'aise dans ce que je fais au Bénin, ici, enfin au charbon, si je peux parler ainsi, plutôt au corps de l'Afrique. Monsieur Allais, je suis à vous à présent. En commençant votre carrière dans les BTP, est-ce que vous aviez déjà l'ambition de finir au sommet, comme vous êtes aujourd'hui? Il y a plusieurs sommets, vous êtes forcément à un sommet. C'est un parcours. Moi, j'étais ému par une très grande ambition quand j'ai commencé, qui s'est, au fil des années, décuplée. Le simple fait de voir dans les grands groupes de BTP, et ça c'était très personnel, hein, plus on montait dans l'organisation, dans la hiérarchie, moins on avait de cadres africains dans ces grands groupes-là. Et déjà, rentrer en tant qu'ingénieur avec un bon plan de formation dès la base était quelque chose d'assez exceptionnel dans le temps. Je crois que c'était en 2000-2001. Et ensuite, il n'y avait pas chez Vinci, où j'ai commencé cette expérience, chez Sogesatom, il n'y avait pas de stratégie ou de politique pour favoriser des cadres parce qu'ils sont africains. Et ça, moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on vous met au charbon, on regarde comment ça se passe. Et j'étais focalisé sur cette projection. Je dis, je veux arriver à être directeur de filiale. Je vais arriver à ce niveau-là. On est souvent très nombreux au départ et malheureusement pas beaucoup qui y arrivent. Donc c'est un parcours très, très pénible, mais j'étais animé par cette volonté de montrer qu'on peut y arriver, de montrer qu'on peut être né en Afrique, avoir suivi une partie de ses formations en Afrique et arriver à des niveaux de responsabilité très importants dans ce type de structure. Donc, cette volonté était plus forte que tout le reste. Et ça montre quoi? Tout simplement que tous les jeunes ici présents dans la pièce sont capables d'y arriver. Parce que quand ça a été fait, c'est fini. Ça veut dire que c'est possible, on peut y arriver. Et cet exemple, j'avais envie de le montrer. On n'est pas administrateur général de Colas Afrique sans avoir connu de grands succès dans votre carrière d'entrepreneur. Le succès, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que vous le rapportez? Pour une fois encore, je ne vais pas lier le succès à l'argent. Même si pour l'actionnaire, c'est une donnée importante, hein, parce que quand on se lance dans le business, c'est aussi pour dégager des bénéfices. Ce qui a été souvent très gratifiant pour moi, c'est le sourire de mes employés. C'est le sourire des collègues. Hein, le fait de souvent partir de rien, parce que j'ai connu à plusieurs reprises cette expérience de reprendre une entreprise qui était
en difficulté ou en fermeture carrément, et La remontée. Et de la remontée. Ce que j'aime beaucoup dans cet exercice, c'est la formation de l'équipe, la création d'une certaine cohésion au sein de l'équipe, arriver à communiquer les objectifs communs et à créer une espèce de nation, de nation qui converge vers un objectif commun. Moi, quand j'arrive à construire une telle équipe qui fonctionne, et parfois qui fonctionne sans moi, en ce moment c'est plus facile, je peux passer le temps à voyager et à voir autre chose. Là, je suis heureux et je me dis que c'est bon, ça a réussi. Docteur Léonide Saint-Saëns, le succès, vous en avez sans doute connu. Le succès pour vous, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que vous le liez? Merci. Effectivement, pour moi, le succès, je le lie aussi et surtout au parcours. Je lis au parcours. Bon, je suis de nature pas très croyante déjà, donc les choses, je les accepte telles qu'elles sont, je fais avec et j'avance. Mais je revois toujours 2012, 2020, 2021, là, tout ce qu'on a pu mettre en place. Ares aujourd'hui, c'est une société quand même au Bénin qui emploie de façon directe 51 personnes. La moyenne d'âge, elle va vous surprendre, elle est autour de 26 ans. La médiane, elle est encore plus faible, pour ne pas la donner. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été animé de cet état d'esprit où je me dis, les gens, il faut leur donner la chance de montrer ce qu'ils valent en fait. Et c'est peut-être ça aussi le paradoxe avec mon profil, où on peut se dire, il a tous les diplômes, mais je pense que je peux vous montrer 2-3 photos. Sur un chantier, vous allez me méconnaître. Hein. Ce n'est pas le doctorat qui travaille, c'est même pas le master. C'est la capacité technique et c'est la capacité de gestion. Et c'est comprendre aussi, comme on dit souvent, on est quand même en Afrique, hein, il y a des réalités qui ne doivent pas nous être très lointaines. Hein. Un emploi créé ici, c'est peut-être 12-15 personnes qui en vivent. C'est se dire aussi, indirectement, vous contribuez quand même à améliorer la vie et l'expérience des gens. Et nous, surtout pour finir là, ça a été tous les différents projets sur lesquels on a eu à travailler, aussi bien au plan national qu'au plan international. Je vous ai donné l'exemple du MCA. Hein. Vous voyez les lauréats, enfin, Ares est le seul dans le premier tour. On a d'autres projets encore dans d'autres échelles où vous vous dites, bon, tout ça là quand même, ça montre que les gens qu'on voit souvent là-bas, c'est pas des gens à deux têtes, hein. C'est pas des gens à deux têtes. Et Georges l'a bien souligné, en fait, la qualité des profils qui vous entourent aussi. Parce que le succès, en fait, quand vous êtes dans le top management, moi je dis toujours, c'est le creuset du middle management. C'est l'équipe que vous avez autour et où, en toutes circonstances, on est capable, on a cette tête froide là de gérer toutes les situations. Donc moi, mon succès, en tout cas, je le caractériserais comme ça dans le parcours, dans ce qu'on réussit à écrire au quotidien et surtout dans les opportunités en fait qu'on arrive à déclencher. À ce jour, si vous devriez faire une hiérarchisation des succès que vous avez connus, qu'est-ce que vous considérez comme étant votre plus grand succès à ce jour? C'est difficile, je ne peux malheureusement pas hiérarchiser, mais je peux en raconter. Ça va de l'hôpital. Hein. En fait, là, par exemple, on est dans un grand programme d'électrification de centres de santé et vous n'imaginez pas. On va travailler nous-mêmes dans des régions où, si je n'étais pas dans l'énergie, honnêtement, je ne sais pas ce qui m'aurait emmené là. Et c'est de voir dans un environnement, comme je dis souvent, où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Il y a un documentaire que je pourrais vous partager par la suite là-dessus. Et vous vous dites, mais pourtant, dans ce même centre de santé, des enfants naissent. Hein. Je crois la moyenne par centre de santé, c'est 200 naissances en zone rurale par an. Donc c'est pour vous donner un peu des chiffres où, même dans la précarité, il y a la vie en fait. Donc c'est de comprendre ce que l'énergie est capable de changer. Le succès, il est aussi fort quand vous allez vers Alada. Un peu après Alada, c'est vrai, il y a des femmes qui vendent des fruits au bord de la voie. Tous les jours. Voilà, des fois je Qui courent après les véhicules. Je vois des systèmes Ares là, je me dis, bon, en fait, ce qu'on fait là, c'est quand même concret. Les succès, bon, c'est se retrouver aussi un jour au palais de l'Élysée avec deux chefs de l'État.
Mais il faut toujours le relativiser, c'est ce que je dis. Nous, la spécificité d'être africain, c'est que vous pouvez être très haut et le soir, autour de vous, c'est très bas. Donc, c'est de comprendre en fait que, en fait, on ne doit jamais dormir. C'est ça le défi. Et moi, c'est vraiment mon appel de pied à la jeunesse parce que, quand bien même tout marche, dites-vous que vous devez toujours en donner plus. Et Georges a bien souligné quelque chose. C'est vrai que c'est atypique des profils similaires comme cela. On a étudié à l'étranger. On est revenu, mais ailleurs, c'est ce qu'on disait, moi, la discrimination positive, en fait, je n'y crois pas. En tout cas, moi, je ne me fie pas à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme qu'on doit vous donner plus de chance, c'est pas parce que... Non, on doit mettre la barre au même niveau pour que quand vous y arriviez, ce soit sur la base du mérite. Si c'est déséquilibré, ça doit constituer l'outil. Mais le fait de vouloir promouvoir parce que ça n'encourage pas. C'est pour ça que je dis souvent que le contraire de la pauvreté, c'est plutôt l'équité et la justice. Docteur Georges Allais, parlant de succès, à ce jour, qu'est-ce que vous considérez comme étant votre plus grand succès? D'abord, je voudrais enchérir sur quelque chose que Léonide a dit, qui est vrai. La discrimination positive, je déteste également ça. Mais pour nuancer, sauf dans un cas, celui des femmes. Pourquoi le cas des femmes? Parce que c'est moi. Parce que je suis fait comme ça et parce que je vois beaucoup plus de souffrance chez les femmes pour pouvoir y arriver, parce qu'elles travaillent beaucoup plus pour arriver au même résultat, parce que nous ne prenons pas souvent suffisamment soin d'elles et qu'il en faut, il faut. Et parce que dans nos organisations, moi j'ai même mis en tête des objectifs, par exemple dans mon périmètre, des objectifs chiffrés pour la plupart de mes patrons, des différents patrons, d'augmenter drastiquement la part de l'encadrement féminin et surtout de l'encadrement technique, où on retrouve pas souvent de femmes. Donc, c'était ça la parenthèse. Alors, pour répondre à votre question sur les réussites, c'est vrai que c'est pas simple à dire, mais il y a 3 trucs qui me viennent en esprit dont je me suis montré très fier. La première, c'était une expérience au Rwanda. Mon expérience au Rwanda, il s'agissait de construire dans la ville de Butare, qui est la deuxième ville de ce pays, et la ville universitaire, qui abrite l'université, de construire un réseau d'eau potable. De capter l'alimentation en eau potable était assez difficile dans ces régions-là. Donc, capter de l'eau, traiter, stocker dans des châteaux d'eau et distribuer. Donc, faire l'ensemble. Au démarrage de ce projet, c'était extrêmement compliqué parce que le contexte post-génocide n'était pas favorable à la formation d'équipes. Vous voyez que tout revient toujours à la formation, des équipes. J'ai été donc jeune conducteur de travaux principal, affronté à la difficulté de mettre les gens ensemble pour travailler. Parce qu'il y avait toujours derrière l'idée que tel aurait participé au massacre de ma famille, ainsi de suite. Et c'était assez vivant. Donc j'ai fait une expérience. Je vais aller très vite pour ne pas monopoliser la parole. Former des équipes de Hutus séparément et de Tutsis séparément pendant quelques jours, on atteint des rendements incroyables sur la production. Les mettre ensemble, quelque temps, ça commençait. En ce temps, je crois que le Rwanda a passé ça depuis. Et éthiquement, il ne m'était pas envisageable de séparer et de contribuer encore à diviser. À diviser. Donc, je dis, on arrête le projet pendant 1 mois et on discute. Ça a duré finalement 2 mois de discussion. Et ce qui est ressorti lors de ces échanges, c'est que les gens avaient en fait les mêmes difficultés. La difficulté pour nourrir les enfants, pour payer les scolarités, pour apporter de l'eau potable, pour se déplacer, qu'ils soient Hutus, Tutsis ou Béninois comme moi. Les mêmes difficultés, les mêmes problèmes au niveau social. Donc, on a choisi donc de focaliser l'attention sur les sujets qui rassemblent et créer de petits groupes de discussion et relancer la machine et regarder comment les équipes pouvaient s'entraider. Et on a fini ce projet dans les temps.
moi j'étais très fier de l'avoir fait. Vous voyez que ce n'est pas toujours des aspects techniques, c'est des aspects humains souvent. Et dans les travaux publics, c'est les aspects humains qui sont très fondamentaux. Le deuxième qui me vient à l'esprit, parce que je n'avais pas vraiment pensé sérieusement à cette question, le deuxième truc qui me vient à l'esprit, c'était au Niger, où j'ai eu l'honneur d'être levé comme officier de l'ordre de mérite du Niger par le président Mahamadou Issoufou, devant un parterre de la fête nationale, devant le corps diplomatique, l'Assemblée nationale et tout le monde. C'était pas tant la décoration qui m'avait frappé, c'est les phrases qu'il avait rajoutées en même temps. Quelles étaient ces phrases-là? Qui étaient Michele, vous symbolisez ce que nous souhaitons pour la jeunesse nigérienne. Nous souhaiterions que vous y restiez. Et c'était accompagné quelques jours plus tard du passeport nigérien, parce qu'il tenait absolument à ce que je devienne nigérien. Donc j'ai été très ému, très touché par ça, et je me suis dit que c'est peut-être une forme de réussite aussi. Après le dernier point fini, c'est ce que je fais actuellement dans mon pays. J'avais envie de faire des choses au Bénin. Et je suis fier de participer aux infrastructures structurantes parmi les plus importants du programme d'action de notre gouvernement aujourd'hui. Réaliser, finaliser le boulevard de la Marina, l'aéroport, créer une nouvelle ville en partant de rien du tout, il y a 2 ans, sont des choses dont je suis extrêmement fier en tant que Béninois. Là, je pose une question à vous deux à la fois, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas que des succès, il y a également des échecs. Pour vous, qu'est-ce que vous considérez comme échec? Alors, autant je peux être rapide sur les succès, mais si je dois commencer par étaler mes échecs, je crois qu'on peut passer 1 mois ici, parce qu'il y en a tellement. Ah bon? Bah oui. Il y en a autant que de succès, vous voulez dire? Non, mais il y a plus d'échecs que de succès, c'est ce que je veux dire. Il y a plus d'échecs que de succès, et c'est bien ainsi. À chaque fois qu'on échoue, on tire les leçons, on se relève et ça reprend. Et c'est ça la vie d'un entrepreneur, la vie d'un dirigeant d'entreprise. Donc, pour ne pas vous faire perdre votre temps. Est-ce que vous pouvez donner un exemple précis? Oui, non, mais je vais en donner peut-être 2. Oui. Hein? Mais je sais que je peux en citer au moins 500. Un échec très simple, c'était à mes débuts de carrière. Je suis sûr que dans cette salle, personne ne ferait cette connerie. Pourtant, je l'ai faite. Il s'agissait de gérer, par exemple, des stocks au niveau de nos éparations. Oui. J'étais affublé de diplômes. Je restais dans mon bureau climatisé et autres, sur mon ordinateur, et je faisais entrée, sortie, différence entre et le stock de ciment, c'était au Tchad. J'avais dans mon registre un stock qui était à près de 1200 tonnes. Donc le magasin était full. Pour vous dire ce que c'est que mon bureau était là et le magasin était presque dans l'autre partie de la pièce. La pièce. Donc pour marcher là, c'est même pas 2 minutes. Hein? Non. Hein? Donc je le faisais pas et je faisais mes calculs. Je me suis ponté un jour au magasin et il y avait un sac de ciment au fond, un seul sac de ciment au fond. Et j'avais dans mes registres près de 1200 sec. Ouais, en stock. Alors que dans la réalité, il n'y en avait plus qu'un. Il n'y en avait qu'un seul, le truc. Bon. Ouais. Et comment vous justifiez ça? Moi, je suis sûr que personne ici ne ferait une erreur aussi monumentale. Mais je l'ai fait. Et j'en ai fait d'autres. Hein? Bon, à partir de ce moment, toute ma vie, je n'ai plus fait une erreur de stock. Toute ma vie, je n'en ai plus fait. Et à chaque fois, quand je visite nos opérations, nos chantiers, c'est devenu un réflexe de faire attention à ça, parce que c'est quand même plusieurs millions de francs de perdus. Je saute
les dizaines d'échecs qu'il y a au milieu pour revenir à des échecs sur le plan managérial en tant que dirigeant. Des échecs de stratégie notamment. Vous savez, on a souvent un ego. Hein, en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est la chose contre laquelle il faut lutter en permanence, l'ego. Souvent l'ego, la volonté de montrer que voilà, on génère de la croissance, on fait. Et très souvent, on ne regarde pas la capacité de son organisation à tenir la croissance qu'on imprime. Moi, je fais cette erreur, une erreur monumentale. Je l'exprime là, mais ça coûte énormément d'argent de dire, OK, je signe un engagement avec un client, hein, et je n'ai pas été fichu de regarder dans ma propre organisation pour savoir si je suis en mesure réellement d'y faire face. Donc, ce qui se passe souvent dans ces cas, c'est quoi? C'est que non seulement on perd énormément de l'argent, on génère du stress dans les équipes et on génère potentiellement du mécontentement de la part d'un client. Hein? Ça, c'est une erreur aussi de stratégie. Vous me dites d'arrêter parce que sinon je vais continuer à en citer et il y en a plein. Vous avez dit qu'il y a près de 500 cas d'échecs. Oh, allez, c'était une façon de parler pour dire que les échecs sont plus structurants que les réussites. Les échecs sont plus structurants. Il faut juste pouvoir à chaque fois en tirer les leçons, hein, les noter et savoir que ça ne doit pas se reproduire. Ceux qui font les plus mal en tant que dirigeants, ce sont les échecs qui sont liés aux hommes. Ce qui sont liés aux hommes, au choix de l'homme. À chaque fois que j'ai dû licencier un collaborateur, et ça fait partie du boulot, j'ai considéré ça comme un échec. Or, dans ma vie de manager, j'en ai licencié pas mal. J'étais obligé parfois de le faire. Je le vis toujours difficilement. C'est parce que c'est toujours un échec de le faire parce qu'on s'est trompé sur la personne au départ. C'est heureux de recruter, mais c'est toujours un échec de procéder à un licenciement. Voilà. Docteur Leonid de Saint-Saëns, parlons toujours d'échecs. Vous êtes entrepreneur et je dis, il n'est pas possible forcément de faire un parcours d'entrepreneur sans échec. Vous, l'échec, qu'est-ce que c'est? Je pense que Georges a très bien résumé. Hein. Enfin, c'est même pas, on dit souvent, scientifiquement prouvé, la loi des 80-20, 20% de vos efforts justifient 80% des résultats qu'on voit et vice-versa. Les échecs, il y en a au quotidien. En fait, on se trompe au quotidien. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe et c'est de savoir où on va. Quand vous avez ces deux indicateurs-là, vous reprenez toujours la barre. Et c'est vrai que les choix les plus durs, souvent en termes d'échecs, c'est avant tout des questions de management ou d'humain. Parce qu'il faut faire beaucoup d'arbitrage, en fait. Vous gérez des hommes, vous gérez des tempéraments différents aussi. Hein, et vous avez la vision. Moi, on a souvent l'habitude de dire que je vais très vite. Et ça, je me rends compte que, bon, même à un niveau pareil, c'est quelque chose qui ressort parce que vous êtes convaincu, mais en fait, vous ne le faites pas seul. Et les autres, est-ce que le temps de prendre cette vision-là et de pouvoir gérer ce stress qui va avec aussi. Et peut-être pour m'en arrêter là, parce qu'il y en a tellement, on pourrait en parler des heures et des heures aussi. Le plus important dans tout ça, c'est surtout, souvent quand vous regardez, ça se lie la plupart du temps au facteur humain. Les outils techniques et tout ça, c'est des choses qui viennent ensuite. C'est d'avoir ce sens de l'écoute là et de l'analyse en fait. Et c'est vraiment pour ça que moi, en tout cas, je m'évertue à beaucoup anticiper et à prendre énormément de recul parce que c'est ce qui vous permet, même quand vous voyez que ça ne va pas, de pouvoir soit redresser le cap ou bien garder la barre. Mais l'échec, vous l'avez bien mentionné là, c'est quelque chose en fait qu'il est important de raconter aussi pour que, moi je ne crois pas aux têtes toutes faites ni au profil établi. Mais je crois au parcours, comme je l'ai dit. Et l'échec, ça fait partie du parcours aussi. L'échec, c'est peut-être 3,75 hein, sur les 0,25
qui font le 4 ou le 5 absolu. Et c'est aussi accepter des fois qu'on n'est pas à la hauteur. Ça arrive des fois aussi, c'est ça aussi l'échec. Hein. On a voulu mettre la barre très haute, par exemple. Et quel exemple d'échec vous avez à raconter? Dites-nous. Si je devais tout raconter. Non, un seul va suffire. Par quoi je peux commencer? Une situation que vous avez considérée comme étant bel et bien un échec. Moi, je le prends personnellement alors, puisque c'est une mission. On travaille, on a beaucoup de grands chantiers actuellement dans le Nord Bénin. Tout bien préparé, enfin, en fait, les choses, et c'est souvent, comme je dis aussi, quand ça se passe trop bien, c'est souvent effrayant aussi. Il faut être sûr que... Et je pense que c'est la veille, hein, on a déjà validé la lettre de mission, tout et tout. On devait partir, je ne sais plus, c'était l'année dernière, c'était un jour férié. Et banalement, c'est ce jour férié où on se rend compte simplement que le principal véhicule poids lourd qui devait acheminer le matériel, les hommes étaient déjà là-bas, pour dire, n'avait pas son assurance à jour. Bon, mais c'était un contrôle banal, hein, le jour où et vous dites, mais en fait, comment est-ce possible? Mais je suis censé être dans une organisation où tout va bien. Enfin, c'est frappant parce que ça vous coûte une notoriété quand vous travaillez c'était sur des chantiers dans les zones transfrontalières, hein, donc tous les aspects sécurité qu'il y avait autour. Bon, il fallait qu'on soit là, on a donné notre part. Bon, vous devez commencer par requalifier tout ça. Et en général, dans le monde professionnel, bon, c'est pas le pardon, c'est pas des excuses, hein, c'est la conduite à tenir. C'est ok, j'ai merdé, mais voilà. Et tout ça, en fait, c'est cuisant parce que quand vous êtes à la tête, en fait, on ne voit que vous et vous prenez tout pour vous. Donc ça, c'était vraiment frappant, c'est une façon de dire. Les plus gros échecs, même, des fois, ça se caractérise des toutes petites choses, hein, et ça peut tout changer. Docteur Georges Allais, parlant toujours d'échecs, quand on est jeune entrepreneur, à quoi peut-on s'attendre en termes d'échecs? Autrement dit, est-ce que quand on est jeune entrepreneur, il y a forcément des échecs qu'on aura à connaître? Je crois qu'absolument, il y a des échecs. C'est la prédisposition à encaisser ces échecs qui déterminent les entrepreneurs qui réussissent, je pense. La même question, j'ai eu la chance lors d'une de mes formations, mon master en Business Administration à l'INSEAD, de rencontrer à un colloque à San Francisco, donc pas loin de la Silicon Valley, d'assister à un échange avec le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui nous a parlé pendant... on l'avait invité 1h30 et il devait nous parler que de ses succès, de ses réussites. Il n'a parlé de ses réussites que pendant 15 minutes en fait, et tout le reste c'était des échecs. Et pourtant, c'est l'un des plus grands patrons aujourd'hui. Et aussi voir aussi comment on part de presque rien. Il n'avait même pas les ressources pour payer ses premiers logiciels, pour les monter, donc pour y arriver. Donc, jeune entrepreneur ou pas, au démarrage, je crois que c'est la capacité à encaisser les échecs et à en tirer le son, parce qu'il y en aura. Il y en a très très rarement, on a la bonne idée le premier coup. Ça veut dire qu'on part souvent d'une idée on est enthousiaste là-dessus, mais c'est peut-être pas la bonne. Il faut ajuster au fur et à mesure. Donc c'est au fil des échecs qu'on arrive à la bonne cible. C'est jamais du premier coup quand on fait une demande de financement pour monter un projet qu'on a l'accord d'un bailleur de fonds ou d'une banque. Plus encore dans nos pays où l'accès au financement est beaucoup plus compliqué. Donc, il y aura des échecs dans ce sens. Il y aura des échecs pour monter son équipe. Il y aura des échecs pour satisfaire totalement son client. Donc, il y a plein d'écueils à gérer. Moi, j'aime souvent les noter chaque fois. Il y a un exercice que je fais toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est toutes les décisions que j'ai eu à prendre dans la journée, combien sont bonnes et combien sont mauvaises. Et quand on les relie, ça permet de ne pas prendre la mauvaise décision la prochaine fois quand ça arrive. Donc, en permanence, donc on baigne dans l'échec.
ça ne devait pas être une honte ou une source de au contraire, c'est l'occasion d'apprendre. Voilà. Oui, des échecs, il y en a toujours, il y en aura toujours quand on décide de faire une carrière d'entrepreneur. Je ne vais pas être seul à vous poser les questions. Nous allons à présent nous tourner vers le public, puisque ceux qui nous suivent ici depuis déjà environ 1 heure de temps ont également des questions à vous poser. Voici la façon dont nous allons procéder. Les questions vont être posées et vous allez répondre en même temps. Vous allez choisir de répondre, soit c'est vous, soit c'est le docteur Léonide Saint-Saëns. Donc, chers étudiants, chers apprenants, vous nous avez suivis déjà pendant 1 heure de temps. Des questions, il y en a forcément. Oui. Ma question est la suivante. À la création d'une entreprise, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Oui, docteur Léonide Saint-Saëns, je vous laisse répondre à cette question. À la création d'une entreprise, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Non, on va répondre en même temps. C'est mieux comme ça. En même temps? Oui. D'accord. De façon très rapide, je dirais avoir trop d'assurance. On est tous passés par là, hein. On a la meilleure idée, on a le meilleur produit, tout va bien marcher. Et c'est surtout ne pas hésiter à demander. Moi, en tout cas, j'essaye de cultiver cette capacité-là. Dès que je ne connais pas, je vais me renseigner. Ou sinon, je n'hésite pas à faire demander, simplement parce que les réponses, ou du moins, elles ne sont pas toujours ce que l'on croit. Donc, au démarrage, je peux dire, bon, si tous les autres paramètres sont plutôt encadrés, hein, toujours avoir un peu de, comment je dirais, avoir moins d'assurance dans ce que vous faites, ne pas être trop persuadé que tout va bien, c'est vous le meilleur, et bénéficier aussi de tous les retours d'expérience qui caractérisent autour. Je pense que ça peut contribuer à nuancer les échecs. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut bien poser une question? Oui, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Géraldine Viwaïlé, étudiante en 3e année à l'école des sciences et techniques de production végétale à la FSA. Alors, ma question, c'est celle-ci. Ma question, je l'adresse à nos invités. Elle est celle-ci. Oui. Quel conseil avez-vous à donner en ce qui concerne le recrutement du personnel? Merci. Oui, nous allons prendre un autre intervenant rapidement. On va revenir tout à l'heure sur cette question-là. Oui, la troisième personne à intervenir n'a qu'à se rapprocher donc du micro. Merci, chers invités, pour l'entretien. Je réponds au nom de Esaïe Tchayonsi, étudiant en 2e année de génie logiciel à IFRI. Ma question, c'est qu'il va arriver à ce qu'on se mette ensemble pour pouvoir créer une entreprise. Dans le cas où on crée une entreprise à plusieurs, comment gérer les conflits de leadership? Merci. Merci donc pour cette question. Nous enregistrons une autre question rapidement, une 4e question, oui, dans le public. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Koubadi Romeo. Je suis étudiant en 3e année à l'école des sciences techniques de production végétale à la faculté des sciences agronomiques. J'ai 2 questions. La première question, elle est celle-ci. Quand au sein de l'entreprise, vous connaissez des succès. Selon vous, pensez-vous qu'il y ait des précautions à prendre afin de sauvegarder ce succès? La deuxième question, lorsque vous rencontrez des difficultés au sein de l'entreprise et que ces difficultés peuvent amener à la suspension ou bien à fermer l'entreprise, pensez-vous qu'il y ait des mesures que l'on puisse prendre pour garder cette pente ascendante? Merci. Nous allons prendre une dernière question. Je crois qu'il y a un intervenant qui reste. Oui, allez-y. Moi, je m'appelle Disson Macorel. Je suis étudiant en énergie renouvelable à l'URSE à Calavi. Bon, merci pour vos prestations.
Enfin, ma question est la suivante. Et ça me fait vraiment, c'est juste vraiment stupéfiant d'entendre quand vous parlez de chiffre d'affaires. J'avoue que je suis un peu jaloux. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, comme M. Lionel l'a souligné, il a voulu continuer ses études parce que dans sa famille, tout le monde, bon, la plupart des enseignants. Pour nous qui aimerons devenir riches, combattre la pauvreté, ou bien l'effet des poches vides, et qui n'avons pas les moyens d'aller plus loin comme vous. Mais on sait tous que la voie de l'entrepreneuriat est une voie vraiment... On n'est pas sûr à 100% qu'on va réussir. Pour vous, est-ce qu'on devrait avoir un second plan? Pour moi, bon, personnellement, moi, j'envisage le côté entrepreneuriat et je sais ce que ça fait d'avoir un échec parce que je ne l'ai pas encore eu à 100%, mais c'était presque. Et c'est comment j'étais le jour-là, j'étais désespéré. Mais je me suis dit, si c'était qu'il arrivait et l'échec là venait, est-ce que supposons que j'ai décidé d'abandonner. Pour vous, est-ce que ça serait une bonne idée ou bien j'aurais dû continuer ou bien j'aurais dû me focaliser et me relever, continuer? Ok, merci. Oui, une dernière question pour boucler l'intervention. Bonjour à publique. tous. Oui. Moi, je réponds au nom de Djidor Ulrich. Je suis agronome de formation et je suis également entrepreneur. Alors, au début de vos interventions, d'abord, je tiens à vous remercier pour vos différentes interventions. Et au début de vos interventions, j'ai entendu que vos entreprises interviennent dans différents pays. Je voudrais savoir, est-ce que pour un Béninois qui a son entreprise ici, est-ce qu'il lui serait facile d'étendre ses activités dans plusieurs autres pays de la sous-région et j'en passe. La deuxième question, pensez-vous que nos formations de base contribuent forcément à ce qu'on exerce comme activité sur le plan entrepreneurial? C'est-à-dire, si je prends deux personnes qui n'ont pas une personne qui a une formation de base et qui lui a conduit, qui l'a amené à créer son entreprise, et une personne qui n'a pas du tout une formation une formation où il est en train de gérer une entreprise auquel il n'a pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que nous clôturons donc les questions avec cet intervenant. Nous revenons sur ce plateau. Docteur Georges, allez, je commence par vous. La question qui concerne le recrutement du personnel, quel conseil avez-vous à donner en ce qui concerne le recrutement du personnel? Nous allons y aller rapidement parce que nous sommes déjà pris par le temps. J'avais noté la plupart des questions, c'est vrai. Sur le sujet du recrutement du personnel, moi, il y a quelque chose en dehors des process habituels. Quand je rencontre en dernier lieu les candidats qu'on me présélectionne, ce à quoi je fais souvent attention, c'est je commence par présenter le projet de l'entreprise. Et la discussion porte sur ce que j'essaie de mesurer, c'est l'adhésion de cette personne, parce que très souvent il s'agit de cadres au projet de l'entreprise. Comment il perçoit. Ça permet aussi de voir en même temps si la personne s'est vraiment intéressée à votre entreprise avant de venir à l'entretien. Et moi, je fais très attention à ça. Je fais plus attention à cela qu'au diplôme. La capacité à adhérer à une vision commune et la capacité à intégrer une équipe qui existe déjà. Voilà. Pour la cohésion de l'équipe, c'est important. Nous allons passer à la question suivante, Dr Léonide. L'intervenant cherchait à comprendre que lorsqu'on crée une entreprise à plusieurs, quels conseils donneriez-vous pour éviter les conflits de leadership? C'est une très bonne question. Moi-même, je l'ai vécu, passé par là. L'actionnariat, ça monte, ça baisse.
On a démarré à 2 à RES, on est monté à 3, 4 je crois, on est revenu à 2. Chacun a son parcours en fait. Le plus difficile, et ça je pense qu'il y a un côté écosystème aussi, c'est qu'il faut définir un certain nombre de conditions de base. C'est ça ce qui est très important. Les conditions de base, c'est quand ça va bien, qu'est-ce qu'on met en place pour sécuriser des actifs. Au moment où ça ne va pas, qu'est-ce qu'on commence par prévoir. Et plus vous grandissez, plus ces questions-là deviennent, je dirais même, un quotidien. Là, bon, on est dans un processus un peu confidentiel pour le moment, mais ces questions que vous posez, vous n'imaginez même pas jusqu'où ça va. Ça va des questions simples, entre deux associés par exemple, on ne peut plus voyager dans le même véhicule, plus le même avion, parce qu'il y va de la survie de la société, à des questions très complexes. Qu'est-ce qui se passe quand elle va, et tout ça c'est un travail juridique d'avocat. Donc dans un premier temps, quand on démarre, moi je dirais simplement, assurez-vous d'être avec les bonnes personnes qui y croient, qui n'y sont pas que pour l'argent. Je pense que la question est revenue tout à l'heure. Attention, le chiffre d'affaires, ce n'est pas de l'argent qu'on met dans la poche. Le chiffre d'affaires, c'est l'opportunité qu'on est allé saisir. Et plus vous grandirez, plus normalement, il y a des structurations juridiques qui sécurisent ces questions-là. Aujourd'hui, nous, on est dans une phase de transformation en une société anonyme, par exemple, où la plupart de tout ce que vous avez comme inquiétude sur l'environnement des associés dispose quand même de certaines mesures de sécurité. Donc au début, je dirais, c'est plutôt un choix de bonnes personnes. Plus tard, ça devient une question purement juridique. La question suivante, quand l'entreprise commence, c'est bien ça, quand l'entreprise commence à avoir du succès, quelles précautions pensez-vous qu'il faille prendre pour continuer sur cette pente ascendante? Je crois que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, vous deux. Je commence par vous, rapidement. D'abord, les succès, il faut les célébrer. Prenez l'habitude toujours de vous poser, d'inviter les collègues et de fêter autant que vous pouvez. Moi, j'adore danser, bouffer, faites tout ce que vous voulez. Quand il arrive un succès, il faut le célébrer. Il y a deux intérêts à cela. Le premier, c'est que ça montre que c'est vraiment un succès. Et l'événement ça marque un jalon. Un succès, c'est aussi un retour d'expérience à écrit, à établi, et qui peut apporter, qui peut alimenter les process internes de l'entreprise pour que ça soit pas un succès qu'on a par hasard, que ce soit l'objet d'une procédure qui aboutit de façon automatique à ce succès-là. Donc pour le préserver, il faut le transformer en process et en procédure interne. Vous avez quelque chose à ajouter à cette réponse? Non. Oui, on passe donc à la question qui suit. Il y a un intervenant qui a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir un plan B quand on est entrepreneur? Il disait, mais quand il commence et s'il échoue, est-ce qu'il abandonne ou est-ce qu'il se relève? C'était une question, je pense, encore un peu plus titilleuse que ça. Pour répondre très simplement, je dirais juste, ayez toujours suffisamment de capital en vous. Et ne vous minimisez jamais, c'est pas rien. Vous voyez, cette question, on peut y passer 1 heure parce qu'elle est très épineuse. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous dis, on était à une séance avec 2 chefs de l'État, c'est pas tous les jours. Au Bénin, ici, on a eu des séances de travail terrain avec des chefs d'État aussi sérieux. Pourtant, on peut se dire, on ne part de rien. Mais pour faire simple, dans mon parcours, la nuance, et je pense que c'est ce qu'on doit viser, je n'ai quasiment fait que des écoles publiques. En France, l'Institut français du pétrole, c'est une école d'État réputée pour former dans tel domaine. C'est l'excellence. Donc, ne mêlons pas toujours la capacité en poche avec les profils et les parcours. Je vais taire des noms ici, vous pourrez aller les voir sur Internet. J'ai suffisamment d'amis, de collègues béninois autour de nous qui sont partis de Nati Tengou, de Koubé. Par l'excellence, c'est le moment de féliciter des fondations comme Mastercard pour ce qu'ils font, la fondation Odon Valley qui aujourd'hui se retrouve à des endroits où on ne peut pas imaginer. Moi j'ai des amis qui ont fait le MIT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des Béninois comme vous, dont les parents ne sont même pas fonctionnaires. Donc il faut juste, et je pense que c'est le défi des chefs d'entreprise ou des têtes de pont, de pouvoir toujours créer suffisamment d'opportunités pour tirer tout le monde vers le haut.
Et quand vous dirigez, on a toujours dans le rétroviseur ou à côté de soi la casquette B, l'échec. Si ça s'arrête, la vie continue. Moi, si arrête s'arrête, je continue. Et ça aurait été une expérience, ce n'est même pas un échec. Donc, avant tout, c'est le capital en soi et c'est aussi la qualité de vos parcours. Hein. Et dites-vous, normalement, ce qui est excellent, on se bat pour aller le chercher. Moi, des fois, je vais dénicher, vous n'imaginez pas, parce que vous en avez besoin. Donc, c'est une question très titilleuse, mais avant tout, c'est d'abord donner le meilleur de vous et ayez toujours confiance en vous. Ça ne veut pas dire qu'on est arrogant, mais ça veut dire qu'on a suffisamment de vue sur ce qu'on veut et on sait défendre sa position valablement. Docteur Georges Moi, je Allais, vais compléter juste, oui. pas forcément exactement ce que Léoline dit pour moi. À titre personnel, je ne crois absolument pas au plan B. Je vous déconseille de faire des plans B. Parce que Vous déconseillez les plans B? Ouais, le propre des plans B, c'est qu'on finit par les adopter, par les faire. C'est le propre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter juste à l'eau. Hein. Il faut l'exprimer autrement dans sa stratégie. Une organisation qui se met en place doit être une organisation apprenante. Voilà. Les échecs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des occasions d'apprendre. Et ça doit être inscrit dans la manière dont on perçoit. Souvent, il y a une analyse assez simple pour permettre de le faire, c'est l'analyse SWOT, où on voit les risques, les opportunités et les menaces, hein, les menaces de l'entreprise. Là-dedans, vous pouvez glisser ce que vous appelez, dans l'analyse, ce que vous pouvez appeler le plan B, même c'est un mot que je déteste, hein, je n'aime pas. Voilà. Parce que chaque fois qu'on en fait, on finit par les réaliser. Alors que l'objectif, c'est de réaliser le plan A, qui est le plan unique. Voilà. D'accord. Nous sommes pratiquement, je dirais, au terme de cet entretien. Un petit mot pour conclure. Je voudrais d'abord dire merci pour cette occasion. Voler encore 30 secondes, hein, pour deux petites questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas répondu. Le marché régional, c'est important. Quand vous imaginez votre business, ne l'imaginez jamais uniquement sur le marché local. Donc, forcément, il faut y penser. Deuxième truc, la formation de base est-elle importante? Oui et non. J'ai plus tendance à dire non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Ce qui est important après un entrepreneuriat, c'est la capacité justement à entreprendre et à définir des idées. Donc, pour conclure, moi je suis très heureux, j'étais vraiment très heureux de participer à cette rencontre avec vous. J'ai beaucoup appris avec Léonide et avec les questions que vous avez posées. Je vous souhaite beaucoup de courage pour vos études. Je vous souhaite également de rester éveillé sur votre environnement. L'environnement est rempli de besoins. L'environnement est rempli de besoins non couverts. Les besoins existent, ce n'est pas parce que les demandes ne sont pas souvent exprimées que les besoins n'existent pas. C'est à partir de ces besoins qu'on a dans nos environnements que vous allez pouvoir proposer des solutions ou des produits et susciter la demande autour. Merci. Voilà. Docteur Georges Allais, rapidement pour conclure, votre mot de la fin. C'est un remerciement à l'endroit de la Fondation, du programme, de l'université, du riche parterre et de tous les étudiants, hein, qui ont pris la peine de mobiliser leur temps. Il s'agit pour nous de partager, c'est ça le plus important. Et surtout, tu l'as bien souligné, c'est d'être éveillé. C'est d'être éveillé parce que le temps passe, hein, chaque journée c'est 24 heures de plus et c'est autant d'opportunités qui se font et qui se défont. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire que chaque parcours est atypique. Se comparer c'est bien pour savoir où on est, mais ce n'est certainement pas pour dicter sa propre gouverne. Et en tout cas, je pense que ce genre d'expérience cumulée à vous-même, ce que vous aurez à apprendre, ce n'est que des choses demain que vous aurez à mutualiser. Merci. L'université a courageusement décidé
d'être actrice de son temps en contribuant à éveiller l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Car, vous le savez, le paradigme de l'emploi salarié est désormais révolu. En tant que jeune étudiant, l'entrepreneuriat est sans nul doute le chemin à prendre pour réussir la transition de l'université vers le monde professionnel. Ce premier numéro de Leadership Talk Série tire à sa fin. Nous sommes certains que les échanges avec nos hôtes vous ont permis d'en apprendre davantage sur leur parcours, mais également sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Chers invités, merci pour avoir accordé ce moment. Merci d'avoir participé à ce partage d'expériences et de connaissances. Nos remerciements vont également à l'endroit de toute l'équipe de production de cette émission. Le rendez-vous pour un nouveau Leadership Talk Série s'est pris pour une autre fois. Merci.